Bon, nous attendons les derniers arrivants. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette session sur la gestion adaptative des ressources hydriques. Et nous avons un représentant du PHI, du Programme hydrologique international, et Andrew Greenspan qui détient la chaire sur l'eau à l'UNESCO. Il y aura des études de cas de la famille de l'eau de l'UNESCO et nous nous interrogerons sur les enseignements tirés de l'expérience, notamment en Amérique latine, en Asie, mais également nous tirons les enseignements de ce qu'on appelle la science citoyenne, où l'on essaye d'intégrer le savoir autochtone, donc dans ce qu'on appelle la science citoyenne, trouver des exemples qu'on a pris également en Afrique australe. Ensuite, il y aura des questions dans la salle. Et n'hésitez pas à mettre ces questions par écrit dans la boîte questions-réponses. Il y aura des propos de conclusion par le point focal du gouvernement flamand en Belgique. Voilà. Je crois que nous pouvons tout de suite écouter Abou Amani, qui est directeur de la division des sciences hydrologiques à l'UNESCO. Abou Amani, vous avez la parole. Merci Koun. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de participer à cette session sur la science citoyenne destinée à la gestion des ressources hydrologiques. Alors, vous vous rappellerez qu'à la conférence, la séance de préparation de la conférence 2023 sur la gestion de l'eau, cette réunion préparatoire en octobre s'est interrogée sur les nombreux thèmes interdépendants de gestion de l'eau. La transformation vers un développement durable était, si vous voulez, le thème directeur. C'est la science ouverte, la science citoyenne qui sont considérées comme étant des éléments susceptibles de changer la donne en la matière, et l'UNESCO mobilisera la participation de toutes les parties prenantes pour traduire en plan d'action les propositions qui seront faites. Les recommandations de l'UNESCO sur la science ouverte ont été adoptées l'année dernière lors de la 41e conférence générale de l'UNESCO, en reconnaissant que la collaboration plus ouverte, plus transparente et plus collaborative pour améliorer la qualité et l'impact de la science et amener les éléments nécessaires à une décision robuste, à une prise de décision robuste. Le public, dans une large mesure, est invité à participer à cette réflexion et on constate que le grand public s'intéresse maintenant à la question de la gestion de l'eau. Vous avez des citoyens concernés qui participent aux efforts de collecte de données en collaboration avec les institutions scientifiques. La science citoyenne se développe avec une participation du public dans le suivi, la surveillance des ressources en eau, la qualité de l'eau et également les exercices de modélisation et de cartographie. Le programme hydrologique de l'UNESCO, enfin le panel qui est dans sa 9e phase, s'intéresse à la science pour l'eau, la sécurisation de l'eau dans un monde en évolution, vise à promouvoir les stratégies et les activités qui encourageront le développement d'une science ouverte sur la recherche hydrologique, encouragée par les résultats de la réunion préparatoire de 2023. En octobre, l'UNESCO mobilisera la communauté scientifique et les parties prenantes pour mettre en place la réflexion devant les nouveaux enjeux. La séance d'aujourd'hui explorera donc, comme Koun l'a souligné, les enseignements donc tirés dans la mise en œuvre de la science citoyenne en étudiant les moyens de développer et de cette science en élargissant sa portée
Nous parlerons du rôle de cette science citoyenne dans la gestion des ressources en eau, avec des études de cas qui nous viendront de la famille de l'eau de l'UNESCO. Donc, je me saisis de cette occasion pour remercier tous les intervenants et les panélistes de leur participation à cette session. Je tiens également à remercier nos partenaires qui ont conjugué leurs efforts pour organiser ces séances parallèles, et notamment la chaire de l'UNESCO sur la science ouverte et l'éducation, l'Université de Bruxelles, en Belgique donc, et le Imperial College de Londres, au Royaume-Uni. Nous marquons notre appréciation à la Flandre pour son soutien financier. Et enfin, je remercie tous mes collègues qui ont œuvré jour et nuit pour préparer cet événement, et je vous souhaite des échanges fructueux. Koen, je te rends la parole. Merci pour ces propos d'ouverture. Comme vous l'avez souligné, nous abordons la 9e phase du programme hydrologique et la science citoyenne y joue un rôle croissant. C'est l'accent qui est donné à l'action citoyenne. Et Alan Greenspan, qui est le référent dans le groupe de travail numéro 1 de PHI 9, donc, sur la science citoyenne, je lui donne la parole sans plus attendre, et je la félicite pour sa nomination à la présidence de la chaire sur la science ouverte et l'éducation. Merci Koen, et bienvenue à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'ouvrir la réflexion sur la science citoyenne dans la gestion de l'eau. Je tiens à remercier également les co-auteurs qui ont produit des éléments, Catherine Dizola, Abdallah Touafi et Jonas Lambret de l'Université d'Anvers. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on voit un accroissement du recours à la science citoyenne pour la gestion des ressources en eau, notamment en matière agricole, pour les projets d'irrigation, les projets d'agriculture de précision, où vous avez des capteurs qui sont mis en œuvre avec des communautés qui suivent de près la gestion de l'eau, et notamment les projets d'irrigation à travers des techniques de sciences citoyennes. On a d'autres exemples, les services de gestion des écosystèmes, et on voit que le public s'intéresse de plus en plus à la participation et au suivi des systèmes en eau. Et puis, de plus en plus, ça on le voit à travers les phénomènes d'inondation et de sécheresse, où les citoyens apportent leur concours à la gestion de ce genre de situation. Donc la science citoyenne est un thème aussi bien pour la gestion de l'eau, mais comme on le voit également pour le développement de la science, on voit qu'il y a de nouvelles techniques qui se développent dans le sens de cette science citoyenne. Et l'une de ces techniques dont nous allons voir quelques exemples, c'est les capteurs d'objets connectés qui sont développés de telle sorte qu'ils soient abordables sur le plan économique, parce on en a besoin d'un grand nombre, et cela nous éloigne des grands systèmes, des systèmes traditionnels de suivi et de surveillance. Mais il y a également une question de formation, parce qu'il faut former les gens pour à la fois construire et utiliser ces appareils, ces capteurs. Et puis ce que l'on voit se développer, c'est le recours à la technologie liée au téléphone portable. De nos jours, évidemment, tout le monde est propriétaire d'un ou de plusieurs téléphones portables, pratiquement tout le monde. Nous sommes à un point de saturation presque complet où les téléphones portables peuvent couvrir toute la surface de la Terre. Et évidemment, c'est ainsi que nous pouvons avoir accès à des nombres considérables de données. Mais là, justement, il y a un problème de gestion et de détention des données à long terme. Et cela m'amène à la question de gestion durable. On voit que les projets, pour réussir, doivent faire intervenir les capacités locales. Et également, il faut, dans certains cas, renforcer la capacité pour le recours à la science citoyenne,
renforcer la capacité des dits citoyens. Puis, bien entendu, il faut pouvoir entrer en contact avec le grand public. Les réseaux sociaux ont joué ici un rôle important. Ce qui m'amène à un autre projet qui a déjà été mis en œuvre en Belgique, avec le concours de la presse nationale, coordonné par l'Université d'Anvers. Et ce projet a proposé de suivre plusieurs pistes dans les jardins particuliers. On voit comment ils réagissent à des phénomènes météorologiques ou climatiques, canicule, sécheresse, mais également inondation. C'est ainsi qu'on peut mesurer la température, mais également l'humidité dans les jardins publics ou privés. Quelques 5000 jardins ont ainsi été étudiés dans la Flandre, dans la région des Flandres, et on a des données, une transmission de données en temps réel, ce qui nous permet de mieux gérer justement ces jardins, publics ou privés, mais surtout dans les jardins privés. Évidemment, la question est de savoir comment ils sont créés, formés. Quelquefois, il y a un phénomène de... les problèmes météorologiques se font ressentir et les jardins paysagers, tout dépend de la façon dont ils sont conçus. Alors là, vous avez un exemple de ces jardins en Belgique. Les jardins qui se trouvent dans la ville d'Anvers ici connaissent des températures plus élevées que les jardins situés à distance de la ville, dans des contextes plus verts, plus ruraux, en tout cas moins urbains. Là, on a des observations au sol pendant 2 ans. Sur 2 ans, l'année 2021 a été une année d'inondation et de crues avec des victimes. Puis l'année suivante a été une année de sécheresse. Donc, vous avez des inondations une année, des sécheresses de l'autre. Et là, on voit qu'il y a une oscillation des sols bien plus élevée pendant la période d'humidité extrême que pendant la période de sécheresse. Et là, les capteurs nous permettent d'avoir ces informations en temps réel. Alors, on voit, donc là, c'est en suivant les sols et la végétation dans les jardins, mais il y a un travail d'éducation du public. La science citoyenne suppose une collecte des données par les citoyens, et là, il y a quand même des lacunes à combler. J'en donne l'exemple. Les capteurs sur la qualité de l'eau qu'on essaye de déployer avec nos partenaires à travers le monde pour collecter des données sur la qualité de l'eau. Ces données sont essentielles. Or, c'est un maillon souvent manquant à travers le monde. Et là, avec notre plateforme ouverte sur la gestion de l'eau, cette plateforme permettra d'avoir accès à ces données grâce à cette science citoyenne et les objets connectés, où nous sommes en contact avec des partenaires qui se servent de ces capteurs ou peuvent se servir de la plateforme. Cette plateforme est utilisée à des fins éducatives pour éduquer le grand public. Alors, ce qui est important, et là, dans le contexte de notre session, nous voulons relier la science citoyenne à la gestion des ressources en eau. Et là, cela pourra se faire grâce à de nouveaux projets. Il y en a un notamment sur la variabilité hydrologique liée au climat. C'est un projet qui est coordonné par le PHI de l'UNESCO, le Programme hydrologique international de l'UNESCO, avec le soutien de la communauté des Flandres. Alors, nous avons recours donc à cette science citoyenne, les capteurs connectés, avec des liens par le système de gestion de l'eau CLADWA, qui nous permettra d'avoir des moyens plus robustes face aux événements climatiques qui sont susceptibles de se produire à l'avenir. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente session avec des discussions fructueuses également, parce que c'est l'échange de connaissances, d'informations qui est essentiel pour faire avancer la science citoyenne. Les choses évoluent de bas en haut, pour ainsi dire, par une approche ascendante, mais nous pouvons beaucoup apprendre les uns des autres, et j'espère que ça se fera également dans le cadre de cette session, et bien entendu dans d'autres contextes à l'avenir. Je vous remercie.
Merci Anne, et pour vous donner une idée des opportunités qui se présentent et le contexte de la science citoyenne qui nous permettra de démarrer ce projet. Je crois que nous avons ici un point de départ pour la réflexion sur la science citoyenne ici, dans le groupe de travail qui sera mis en place sous les auspices du PHI 9 avec la coordination de l'UNESCO. Donc, alors, nous avons une autre étude de cas qui est en place depuis 2 ans pour vous donner une idée de ce qui se fait dans la famille de l'eau de l'UNESCO, pour vous donner également quelques éléments d'appréciation pour aller au-delà des régions déjà couvertes. Alors, un premier exposé de Katia Pérez, qui s'exprime au nom du Imperial College de Londres, avec les systèmes de surveillance de l'eau au Pérou et au Népal. Katia, vous avez la parole. Alors, il faut ouvrir votre micro, on ne vous entend pas. Merci. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le système de surveillance des ressources hydrologiques dans les Andes. Alors, il existe un réseau de surveillance hydrologique qui a recours à la science citoyenne et aux nouvelles technologies pour la gestion adaptative des ressources en eau. Alors, pour ce faire, je vous propose Alors, nous vous voyons, vous pouvez cliquer sur l'option plein écran. Eh bien, je vais vous faire cette présentation en commençant par une explication des origines de l'initiative. Ensuite, je vais vous parler de notre méthodologie inclusive avant de passer aux résultats obtenus jusqu'à maintenant. La région montagneuse des Andes est diversifiée avec des systèmes sociaux hydrologiques diversifiés qui sont assez difficiles à évaluer, étant donné qu'il y a très peu de données hydrologiques, ce qui a un impact négatif sur notre compréhension du processus hydrologique. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il a été difficile de savoir comment les changements en haut de la montagne peuvent impacter la disponibilité en eau, ou quelle est l'efficacité en ce qui concerne les mesures de préservation d'eau mises en place. Il y a des intérêts communs entre les scientifiques qui effectuent des recherches et aussi les communautés locales qui y habitent et les décideurs politiques qui souhaitent mettre en place un système de sécurisation de l'eau. C'est pour cela qu'en 2009, un groupe de chercheurs et aussi d'institutions non scientifiques de la région des Andes ont créé IMEA, cette initiative. Il a fallu que la méthodologie pour être inclusive soit simple et adaptable, ce qui permettrait à nos différents partenaires de mettre en œuvre et surtout de comprendre la méthodologie. Il y a 2 aspects principaux concernant cette méthodologie. Tout d'abord, nous avons pris 2 zones voisines avec des utilisations différentes des terres. Une région avec de la couverture naturelle et l'autre avec une utilisation anthropogénique, ce qui nous a permis de voir des données comparables du changement de l'utilisation du sol. Deuxièmement, nous utilisons des équipements qui nous fournissent des données de bonne qualité. Quelles sont les variables mesurées? Eh bien, les taux de précipitation et le flux des rivières. Dans cette méthodologie, il faut qu'elle soit abordable du point de vue financier. Nous travaillons après tout dans une région en voie de développement. C'est pour cela que certains de nos partenaires effectuent des recherches sur des nouvelles technologies
qui pourrait s'avérer intéressante. Il y a déjà des capteurs à bas coût qui ont été développés grâce à cette technologie. Plusieurs de ces sites, de nos sites, exploitent déjà ces équipements. Voilà quelques résultats. Et je pense que cela devrait vous montrer l'implication de nos différents partenaires et les avantages pour les différents partenaires. Il y en a 31, dont 65% sont des non-scientifiques, et ils travaillent tous ensemble pour produire des données de qualité. Les partenaires universitaires soutiennent le réseau en donnant des conseils scientifiques dans le processus de collecte de données, dans la gestion de données et le traitement des données. En échange, ils bénéficient de données de qualité qui sont nécessaires pour la publication de rapports scientifiques. Il y a aussi des ONG, des sociétés en eau, des institutions gouvernementales et parfois aussi des organisations internationales qui travaillent avec nous, qui s'occupent de la mise en œuvre de la surveillance ou du cofinancement de notre processus de collecte de données. En échange, ils bénéficient de preuves scientifiques qui soutiennent leur travail. Mais ce ne sont pas uniquement les données dont ils bénéficient, aussi les outils, les méthodes qui peuvent évaluer afin de mesurer leurs propres actions. Enfin, et ce n'est pas le moins important, les communautés locales dans les régions en question soutiennent le réseau en permettant l'installation des équipements et les activités de surveillance sur leur terre. Et petit à petit, ils s'impliquent de plus en plus dans le processus de surveillance. En échange, les connaissances scientifiques ont été traduites de façon à les rendre compréhensibles pour tous. Le réseau, en le faisant, contribue également à l'éducation de ces populations et aussi à leurs besoins en gestion d'eau. Visuellement, ils voient l'évolution de leur terre et cela a un impact sur la disponibilité en eau. Si vous regardez l'écran, vous voyez deux images prises le même jour. C'est en Bolivie et la personne que vous voyez était le président de la communauté. Pour résumer, je puis vous dire que ceci a été une expérience doublement gagnante depuis une dizaine d'années. Nous travaillons maintenant dans 6 pays, au Venezuela, en Colombie, l'Équateur, Pérou, Bolivie et au Chili. Et nous surveillons 59 zones qui évaluent les changements de l'utilisation des sols. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous et nous allons échanger avec vous par email. Merci. Merci, Katia, de tout ce que vous faites dans le cadre d'IMEA en Amérique latine. Et nous allons passer à la présentation suivante de Delft. Ce sera une présentation plus générique concernant l'importance de la science citoyenne et de la gestion de l'eau. Uta, si vous êtes là, vous avez la parole. J'espère que vous voyez l'écran et que vous m'entendez maintenant aussi. Très bien. Merci de m'avoir invité à participer à cette session si intéressante. Effectivement, j'aimerais vous parler des bonnes pratiques émergentes en ce qui concerne l'utilisation de la science citoyenne dans la gestion de l'eau. Il ne s'agit pas dans ma présentation d'un seul projet, mais je travaille dans le domaine depuis une dizaine d'années. J'ai travaillé en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et j'aimerais vous parler de mon point de vue en tant que scientifique social. Il s'agit de projets de recherche d'action parce que nous essayons de déclencher des projets et aussi apprendre des expériences afin de voir comment utiliser au mieux cette science citoyenne pour une meilleure gestion de l'eau.
La science citoyenne, cela concerne la science, bien sûr, mais trop souvent, on pense qu'il s'agit uniquement de la collecte des données. En fait, la science citoyenne nous permet d'impliquer les membres du public à chaque étape de la méthode, pas uniquement au stade de la collecte de données, et pendant en fait toute la durée de la méthodologie. Et trop souvent, nous avons constaté qu'il s'agissait uniquement de la collecte de données, mais il y a un véritable potentiel pour impliquer le public dans toutes les étapes. La science citoyenne est liée à la gestion environnementale, en l'occurrence la gestion de l'eau, parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées, pas seulement pour surveiller ce qui se passe, par exemple la quantité et la qualité de l'eau, donc les institutions officielles, mais aussi une sensibilisation du public et des autres scientifiques d'autres domaines, des décideurs politiques de différents domaines, dans des domaines qui se chevauchent. Ça nous donne aussi la possibilité d'avoir des formes innovantes de l'implication des parties prenantes. Et dans le secteur de l'eau, ça a toujours été assez bien comparé à d'autres, et voilà une possibilité de le renforcer encore plus. Enfin, dans certains cas, nous avons la possibilité de déclencher des changements de comportement, ce qui est essentiel si nous souhaitons passer vers un monde durable. Vous ne serez pas étonné de m'entendre dire que la science citoyenne ne concerne pas les données, mais les gens. Il faut impliquer les gens de façon différente, en créant des relations, en donnant des possibilités d'exercer une influence différente par rapport à ce que nous avons eu jusque maintenant. Quand on dit qu'il s'agit de personnes, de gens, chaque groupe a ses propres intérêts et chacun peut être motivé par des intérêts différents et chacun est en concurrence avec d'autres groupes pour essayer d'attirer notre attention. Donc, il faut impliquer la totalité. La science citoyenne, eh bien, il y en a de tout genre. Il y a la surveillance de l'environnement, de la qualité de l'eau, par la collecte implicite ou explicite de données par les citoyens, mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, la planification coopérative, où on utilise ces nouvelles formes d'implication des parties prenantes avec plus de consultations, plus de retours d'expérience et plus de discussions. On pourrait dire qu'il y a une forme plus avancée, c'est-à-dire une responsabilisation de l'environnement, une implication en ce qui concerne la gouvernance de l'environnement. Il y a des dialogues en place et un partage de responsabilités de l'environnement. La science citoyenne concerne aussi la dynamique des parties prenantes. C'est ce que nous savons de façon générale dans notre travail. Avec ce regroupement de parties prenantes, la vie ne devient pas forcément plus facile. Il y a différents scientifiques, il y a différents secteurs commerciaux, des entreprises de gestion d'eau, etc., etc. Donc, la gestion de l'eau ne devient pas plus facile, au contraire. Mais parfois, cette façon d'aborder les choses par la science citoyenne pose plus de questions que de réponses trouvées. Qui décide, par exemple, de ce qu'on va mesurer et comment est-ce qu'on qualifie les informations comme preuves? Qui décide s'il s'agit de preuves utilisables? Donc voilà, ce sont des questions de gouvernance qui sont soulevées par la science citoyenne. La science citoyenne n'est pas là juste pour offrir des solutions, il y a aussi des questions qui sont posées. Il s'agit aussi de regarder le processus. Il y a plusieurs parties prenantes, il y a plusieurs facettes, plusieurs dimensions. Qui est en tête de l'initiative? Parce qu'il y a toutes sortes de possibilités, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc, il faut prendre en compte les différentes dimensions. Il ne s'agit pas uniquement de se concentrer sur certains thèmes, mais il faut prendre en compte le contexte sociopolitique. Et il y a différentes expertises scientifiques qui sont nécessaires. Il faut bien choisir les technologies. Et enfin, on a besoin d'argent. Donc, rien n'est gratuit après tout. Donc, il faut regrouper les différentes dimensions au sein d'un seul processus. Nous avons vu
qu'il faut bien concevoir dès le début. Nous avons bien avancé avec la méthodologie de co-conception, avec l'implication de plusieurs parties prenantes et en des perspectives différentes, ce qui nous aide à prendre en compte la valeur des différents impacts recherchés pour voir comment les intégrer dans les différentes initiatives. Et comme je l'ai dit, avec la science citoyenne, nous pouvons obtenir des résultats très diversifiés. Il faut bien réfléchir à la façon d'organiser, de mettre en œuvre l'initiative afin de maximaliser l'impact. Bon, tout ça, c'est très bien, mais la science citoyenne est en cours d'évolution. Là où, dans des parties du monde, on essaye de comprendre comment améliorer la science citoyenne, mais nous avons constaté qu'il y a toujours des défis. Une compréhension, une acceptabilité, une durabilité. Une compréhension, cela veut dire que tous les citoyens ne savent pas qu'ils peuvent jouer un rôle en ce qui concerne les questions écologiques, et beaucoup trop d'autorités et de décideurs politiques ne savent pas ce que l'on veut dire par science citoyenne et comment on pourrait l'utiliser dans leur contexte. Ensuite, prochaine étape, l'acceptabilité, parce qu'il y a une méfiance en ce qui concerne la qualité des données. Et est-ce que ces données peuvent jouer un rôle? La durabilité, ce n'est pas le moins important, et je reviens à ce que j'ai déjà dit en ce qui concerne le financement. Beaucoup trop d'initiatives sont organisées en forme de projet, donc avec une insuffisance de financement. Donc, il faut augmenter le financement. Il y a de l'espoir, bien sûr, il y a du travail en cours en ce qui concerne les ressources, ce qui permet d'améliorer les choses pour les différentes parties prenantes. Voilà, nous avons un livre de recettes, si vous voulez. Ce que nous observons, c'est une nouvelle initiative. Il y a aussi la Terre future, comment est-ce que les citoyens peuvent prendre des initiatives et exercer une influence de cette façon. Ensuite, une coordination des initiatives, ça c'est important, mais aussi pour les décideurs politiques, il faut comprendre l'importance des citoyens dans la science citoyenne. Il y a maintenant une plateforme mixte où on peut mesurer l'impact de différents projets, ce qui nous aide à bien comprendre l'importance de l'impact de la séance citoyenne. Merci de votre attention. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci, Uta, de cette présentation tout à fait complète de plusieurs activités sous votre responsabilité. C'est très intéressant. Ça nous aide à savoir comment aller de l'avant parce qu'il y a des problèmes identifiés. Et nous allons maintenant intégrer les connaissances locales et indigènes, une composante qui doit être intégrée dans la science citoyenne. Et nous allons passer à la Bolivie. Et Magali Garcia nous parlera de son expérience avec l'utilisation de la science citoyenne dans les hautes terres de la Bolivie. Nous voyons votre présentation, mais nous ne vous entendons pas encore. Je ne sais pas si vous êtes bien connecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Nous vous entendons. Allez-y. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci. Tout d'abord, nous savons tous que les connaissances indigènes sont très importantes de plusieurs points de vue. L'interaction avec les communautés locales depuis longue date peut être utile dans l'application d'une bonne gestion des ressources en eau. J'ai plus de 10 années d'expérience d'interaction avec les communautés locales dans la région des Andes. Il y a plusieurs exemples qui existent globalement et qui soutiennent ce besoin de travailler de cette façon. Nous voilà dans les Andes tropicales.
entre 3 systèmes. Si vous regardez à l'écran, vous voyez donc la pluviométrie est limitée dans certaines régions. Nous sommes à peu près à 4000 mètres. Donc, il y a un risque de gel en hiver et la culture n'est possible que pendant l'été. Les exploitants agricoles, en général, ont tendance à attendre la saison des pluies. Nous avons démarré notre travail avec les communautés et les agriculteurs ont constaté qu'en 1983, il y a eu un changement du point de vue climatique et ils ont changé leur système pour passer à une approche plus commerciale, ce qui nécessite beaucoup plus d'eau, évidemment. D'après nos modèles, ceci n'était pas vraiment possible, mais les agriculteurs nous ont montré ce qu'ils ont fait et nous avons modifié nos besoins d'irrigation ou notre évaluation de ces besoins d'irrigation. Vous voyez qu'ils ont commencé à rechercher les possibilités dans différents systèmes d'irrigation. Il a fallu donc prendre en compte les nouvelles décisions prises. Et puis, il y a une autre question importante. À partir de 2000, et nous l'avons présenté en 2013, en fait, nous avons effectué une évaluation des différents modèles pour tester la température et l'impact des périodes de gel. Et nous avons calculé la pluviométrie également. Et oui, en effet, les paysans nous disent qu'il y a toujours du gel, mais pas plus de pluie. Et alors même que les températures augmentent, eh bien, au mois de mars et en avril, qui sont des mois de plantation, eh bien, en fait, les zones de gel n'ont pas changé et les températures, dans certains cas, baissent encore. Alors, on constate que la saison des pluies semble avoir glissé. Vous voyez en bleu les pics de pluie, en rouge la moyenne sur l'année, et on voit que les pluies se concentrent en janvier-février, que ça s'arrête, et qu'il y a donc toujours une tension en mars et avril. Donc il nous fallait plus de données. Et nous avons travaillé avec ERA5 pour les estimations de température. Vous voyez que les estimations de température maximales sont très mauvaises, à plus de 10 degrés au-dessus des normales, enfin des réels, pardon. Donc nous avons dû retravailler avec les agriculteurs qui doivent donc décaler leur période de récolte. On constate qu'il y a encore des périodes de gel en février-mars comme auparavant, mais que les agriculteurs du coup cherchent des récoltes et des cultures qui peuvent avoir des cycles de croissance plus courts. Alors comme vous le savez ici, également la Niña a eu lieu 3 années de suite, ce qui est très inhabituel. Généralement, les années où on a la Niña, on s'attend à avoir des forts taux de pluviométrie, comme c'était le cas en 2021. Et en juin, les agriculteurs prévoient un peu ce qu'ils
ce à quoi ils peuvent s'attendre. Et en juin-juillet, ils s'attendaient à une année El Niño, mais en fait, nous leur avons dit que non, que ce serait une La Niña, pardon. Et en fait, effectivement, en fin de compte, effectivement, nous avons eu une année façon El Niña. En 2021-2022, là encore, ils s'attendaient à une année El Niño, mais toujours rien. Donc l'année pourrait être assez humide, mais en fait, ce n'est pas établi. Et ce que l'on constate, c'est que les indicateurs en vert ici étaient exacts en 2020-2021. C'est en orange, donc c'est inexact. Et comme vous le voyez, à partir du Centre international d'observation du phénomène El Niño, eh bien, on voit qu'il est plus marqué encore en novembre que ce que les agriculteurs identifiaient eux-mêmes. Donc, si l'on veut produire un système socioproductif intégré et validé, eh bien, il faut réellement inclure des données qui viennent des systèmes socioproductifs actuels et historiques, mais également de l'utilisation des sols. Il nous faut faire des projections parce qu'il est essentiel de voir ce que les agriculteurs observent. Et puis, cela nous permettra d'avoir des modèles qui produisent des résultats à peu près cohérents avec ce qui se passe effectivement. Ici, un exemple de modèle hydrologique que l'on peut utiliser de différentes façons, avec évidemment des informations, mais également des décisions locales qui pourtant ne relèvent pas de notre compétence à proprement parler. Alors, ce que l'on constate, c'est que la crise actuelle réclame des données supplémentaires et parce que nous savons, comme nous l'avons déjà dit, que nos modèles peuvent parfois être en très grand décalage avec la réalité. Il faut évidemment prendre en compte les perspectives les maximales de pluviométrie pour les années suivantes. Et puis, évidemment, il faut prendre cela en compte pour gérer les bassins versants. Et il nous faut valider les données construites ou accumulées. Et ça, c'est facile à faire avec les agriculteurs. Et j'espère que dans le temps qui m'était imparti, vous avez pu trouver ça intéressant. Oui, merci et merci de nous avoir proposé tout cela, Magali. Et comme le dit Uta, ce n'est pas juste une question de collecte de données, mais également de mise en œuvre et de planification. Alors, quelques questions après les présentations, mais passons sur le dernier exposé. Je vais donner la parole à Bonani Madikizela, qui travaille à la commission de la recherche sur l'eau en Afrique du Sud et qui représente le comité national du PHI. Vous avez la parole. Alors, nous voyons vos diapositives, mais nous ne vous entendons pas encore. Bonjour, alors je suis ravi de constater que vous voyez nos diapositives. Oui, si vous voulez bien les passer en plein écran. Bonjour à tous. Je suis donc Bonani Madikizela. Je vous présente les résultats de toute l'équipe à l'occasion de cette COP27. Merci pour ces exposés qui nous ont été faits et pour l'occasion qui nous est donnée d'en prendre compte. Alors, en Afrique du Sud, on a parfois des endroits où les bassins, où les rivières sont à sec, ou alors, du jour au lendemain, il peut y avoir une inondation.
Ce que l'on constate, c'est que la science citoyenne est un concept très intéressant. On en a déjà parlé. J'aime beaucoup la définition de l'UNESCO qui dit qu'il doit y avoir effectivement un intérêt, que ce sont les citoyens qui s'inquiètent, qui se préoccupent de ces sujets, qui contribuent pour trouver une solution, évidemment. Dans notre pays, nous avons un vrai défi à relever sur la sécurité hydrique et sur les moyens de subsistance. Ce que l'on constate, c'est que nos ressources en eau ne sont pas sécurisées, qu'elles sont fortement polluées, que certains de nos citoyens dépendent fortement des nappes phréatiques et nous cherchons à le prendre en compte pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors, il y a un certain nombre d'outils de développement que nous proposons. Il y a par exemple la possibilité de traîner en justice les pollueurs. Dès 1994, nous avions un certain nombre d'outils disponibles. Et nous avions effectivement mis en place un système coordonné dans le ministère sur la base du SASS version 4 et 5, c'est ce qu'on voyait ici. On mesure les flux, on mesure les taux des colis, l'anémométrie. Et il y a même un projet en cours où l'on a des HP 2000 pour essayer précisément d'avoir des données d'encore meilleure qualité. Et nous validons cela. On travaille sur la turbidité, nous avons fait de l'étalonnage également. Ce que nous cherchons à faire, c'est évidemment identifier des signes précurseurs pour éviter les inondations dans le pays, ou en tout cas en avoir conscience. Alors oui, il reste encore beaucoup à faire, c'est vrai, de la formation, de l'assurance qualité. Il nous faudra plus encore d'outils pour la mesure de la qualité de l'air, par exemple. Mais là, vous voyez ici une équipe qui travaille sur les nappes phréatiques. Ces agriculteurs font partie de l'équipe de suivi et ils ont un certain nombre d'outils à leur disposition, des outils relativement bon marché qui permettent à nos concitoyens d'assurer le suivi de la situation. Alors nous prenons en compte, comme je le disais, la science citoyenne, en prenant en compte la vulnérabilité de la situation et des citoyens eux-mêmes. Nous développons et nous mettons au point un certain nombre d'outils sur la base d'outils méthodologiques reconnus, HP 2000. L'objectif étant de recevoir et de collecter des données de qualité. Le service météorologique sud-africain nous y aide. Et comme je le disais, cela progresse et nous sommes d'ailleurs déjà dans la deuxième phase de ce projet. La science citoyenne va, comme je le disais, au-delà de ce qui se fait dans un ruisseau ou dans une nappe phréatique. Non, on parle de la biosphère dans son ensemble. Et au paysage complet, d'ailleurs. Puisque les êtres humains et leurs moyens de subsistance dépendent de tous ces éléments. La science citoyenne, eh bien, ça touche tout le monde. Personne ne peut prétendre ne pas être intéressé.
Nous travaillons donc également avec un certain nombre de fonctionnaires, avec des agriculteurs, avec toute une série de personnes qui contribuent, des ONG et autres, hein, pour mobiliser nos concitoyens. Donc nous cherchons, disais-je, à travailler avec les ONG, mais également en partenariat avec les services de l'État. Nous avons essayé ces outils et déployé des tests dans la SADC, mais également en Europe, au Canada et dans certains pays d'Asie. Nous avons d'ailleurs cette obligation d'action puisque la Constitution de notre pays prévoit et envisage un environnement sain pour nos concitoyens, même si les taux de pollution sont encore très élevés, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors, la science citoyenne doit relever un certain nombre de défis. Par exemple, son adoption par l'État, la question des financements. Nous espérons que la société pour la science citoyenne que nous mettons en place en ce moment même pourra contribuer à modifier légèrement la situation. Reste également à prendre en compte la participation des jeunes. Et nous travaillons sur les ODD, notamment l'ODD 6. Nous travaillons avec un certain nombre d'instances internationales pour promouvoir cette cause. Et enfin, permettez-moi de dire que si nous ne nous occupons pas de la nature se vengera. Et donc, il est essentiel d'aimer notre environnement, d'aimer la nature qui nous aimera en retour. Nous avons un certain nombre de petits films que vous pourrez consulter après notre présentation. La présentation sur les eaux souterraines n'est pas encore disponible, mais vous avez vu quelques photos, n'est-ce pas? Et puis, mes collègues, enfin, je n'ai pas présenté préparé tout cela tout seul, j'ai un certain nombre de collègues que j'évoque ici et je les remercie de leur travail. Merci. Merci Bonani et merci à toute l'équipe. Alors, je crois que nous avons un peu de temps pour quelques questions avant de clore nos travaux. Une question qui a été posée, c'est la différence entre sciences citoyennes et gestion intégrée. Uta, est-ce que vous voulez répondre? Oui, j'espère qu'on m'entend et qu'on me voit peut-être. C'est une question effectivement très importante. Je crois que ces deux éléments sont importants et ont été importants pour nous permettre de travailler. Alors, on a souvent une approche très normative de la gestion intégrée de l'eau, mais la science citoyenne, c'est toute une série de choses qui peuvent être poussées par les chercheurs eux-mêmes, par les autorités de régulation de l'eau, par les citoyens eux-mêmes, donc c'est moins prescriptif. D'ailleurs, la science citoyenne, ce n'a rien de nouveau. On pourrait même dire que la science citoyenne, c'est comme ça qu'on a toujours fait de la science. Hein. En fait, c'est un concept novateur aujourd'hui parce que on y prête plus d'attention du fait d'éthique. Mais je crois effectivement que l'UNESCO et d'autres reconnaissent que l'on ne pourra jamais atteindre les ODD à moins de faire des efforts. Et c'est pourquoi les recommandations de l'UNESCO qui prend en compte la science citoyenne vise réellement à ouvrir le processus scientifique et nous permettre de passer à un monde plus durable. Merci. Deux questions sur la jeunesse.
une en ligne et une de quelqu'un qui est avec nous. Première question, donc, comment est-ce qu'on intègre les jeunes dans la science citoyenne? C'est ce que nous propose un collègue ukrainien qui est au bord du fleuve Khmelnytsky. Et puis, une question sur le même sujet en salle. Allez-y. Oui, bonjour. Pablo Dain, Guatemala. Je suis membre du Groundwater Network mis sur pied par l'UNESCO. Nous sommes 150 de par le monde. Je préside une des sous-commissions. Nous sommes 65 à y siéger. Et je souhaitais vous faire part de nos travaux. Nous savons parfaitement combien les nappes phréatiques et les eaux souterraines sont pour l'humanité dans son ensemble. Est-ce que, si l'on peut faire un zoom, vous pouvez nous suivre en retrouvant cette adresse et sur Twitter et sur LinkedIn. Et si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous avons de nombreuses idées et nous souhaitons créer et créer plus. Voilà. Merci. Merci du temps que vous m'accordez. Le modérateur, très bien. Donc, merci. Je crois qu'effectivement, la question, c'est bien toujours la même. Comment est-ce que les jeunes peuvent participer à la science citoyenne? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Peut-être en faisant lien avec les eaux souterraines et les nappes phréatiques. Une idée? Qui veut répondre? Bonani? Eh bien, en Afrique du Sud et dans la région, nous travaillons avec les écoles. Nous pourrions d'ailleurs vous dire exactement, nous travaillons surtout avec les rivières, avec les écoles qui sont les plus près des fleuves et rivières, pour qu'ils participent au suivi et à l'observation des cours d'eau. Sur les eaux souterraines, les nappes phréatiques, nous travaillons avec les agriculteurs et avec les jeunes, parce que précisément, les agriculteurs ont absolument besoin de savoir où ils en sont et ce qu'il en est des niveaux d'eau. Et donc, sur la base des risques que les populations doivent gérer, eh bien, on a effectivement une participation. Et là aussi, pour la biosphère, le suivi de biosphère, nous travaillons avec les jeunes et avec l'aide de nos collègues des ministères de l'Environnement et des Forêts. Magali veut revenir à la charge. Oui, il est très important de faire participer la jeunesse à ces mouvements. Et là où je suis particulièrement inquiète, c'est, je vous l'ai déjà dit, les indicateurs locaux, la connaissance locale est essentielle. Et souvent, elle est très exacte. Enfin, dans ma présentation, je montre pourquoi cette information, cette connaissance est souvent très précise, mais malheureusement, elle n'est pas transmise à la jeunesse. Pour des raisons socio-économiques, pour des raisons de migration et de scolarisation, ce savoir local n'est pas transmis aux jeunes, aux nouveaux arrivants. Et donc les enfants, les jeunes n'ont pas les moyens d'observer la réalité. Et pourtant, ce sont les jeunes qui devraient être les porteurs de ce savoir et les porteurs de l'action de demain, parce qu'il nous faut apprendre à respecter la nature, à observer la nature surtout.
Si nous sommes dans des régions qui produisent des aliments pour l'homme et pour les animaux, alors bien sûr, il faut que les jeunes participent. Je ne sais pas comment faire, mais il faut pouvoir associer la nouvelle génération dès son plus jeune âge à ce projet. Merci, je crois qu'on va s'en tenir là. Nous arrivons au terme de notre session. C'est le représentant du gouvernement français, la représentante plutôt, qui va conclure avec les enseignements. Ah non, pas français, flamand. Oui, bien sûr, la Belgique est honorée de participer à ce travail de recherche scientifique où nous travaillons avec la science citoyenne. La science citoyenne bénéficie d'un regain d'intérêt dans de nombreux domaines, même mathématiques, où les jeunes ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Nous parlons de science citoyenne. Au-delà de la science, nous disposons dans les Flandres d'un réseau de professionnels qui, justement, travaillent avec la science citoyenne. D'ailleurs, demain, il y aura la grande réunion du comité de la science citoyenne en Belgique. Mais à l'international, on voit que cette question bénéficie, elle aussi, d'un regain d'intérêt. On parle pas simplement de science ouverte, c'est-à-dire ouverte à tous les utilisateurs, mais plus particulièrement pour tout ce qui concerne l'eau, la gestion des eaux, mais également des océans. Il y a un véritable engagement citoyen et une action citoyenne que l'on constate dans la recherche européenne, notamment avec ce qu'on appelle les pirates du plastique. Vous savez qu'il y a une initiative allemande en Europe qui vise à associer la jeunesse à ce projet de lutte contre la pollution des fleuves par les matières plastiques. Et là, ce sera évidemment un exemple, un bon exemple de l'utilisation, de l'application de la science citoyenne au niveau européen. Les opportunités sont nombreuses grâce à la technologie qui permet de transmettre l'information, de traiter les données. Évidemment, il faut une forte participation, il faut des acteurs engagés, mais surtout, il y a ce sentiment d'urgence. Chacun doit se sentir responsable de son environnement et nous voulons vivre dans un environnement résilient au changement climatique, d'où les questions de survie qui se posent à l'échelle environnementale. Cet engagement peut être positif, mais du côté de la menace, il faut bien voir que les projets de science citoyenne devrait permettre à chacun de découvrir de nouveaux phénomènes, leur donner également la possibilité d'être en contact avec ceux qui sont en mesure d'agir. Donc, évidemment, la science citoyenne peut, dans certains cas, être une cause de conflit. Il faut des ressources soutenables pour mener une action durable. Et les enjeux de la science citoyenne vont au-delà, sont bien plus importants à la limite que la science individuelle. Mais enfin, la science, ce n'est pas que la science citoyenne qui fait intervenir la population, c'est-à-dire que la science en soi est une démarche humaine, une démarche, je vais dire, populaire. Nous vivons à une époque où bien souvent la science est devenue étrangère à toute une génération qui s'interroge sur la réalité de la science. Il y a même une certaine hostilité envers la science dans un monde où les théories du complot surgissent pour un oui ou pour un non. Et il convient de dire que il est dans l'intérêt de tous de rendre la science, la vraie science, plus transparente. Et la science ouverte nous montre que la science peut toujours être remise en cause, contrairement aux théories du complot. Enfin, il s'agit ici de permettre à tous de trouver une certaine émancipation par la science, pas simplement à l'école, mais en dehors de la science. On pense à l'éducation des adultes dans le monde entier. La science pour les citoyens, la science citoyenne présente des avantages évidents pour de nombreux acteurs, mais il nous faut réfléchir sérieusement à la façon dont cette science peut trouver sa place dans tous les domaines qui nous concernent. La gestion de l'eau
en est un, mais la science ne saurait être utilisée comme tactique de diversion pour empêcher empêcher les gens d'intervenir dans ces problèmes qui nuisent à nos ressources hydrologiques. Je vous remercie. Merci Pierre pour ces propos et de faire le lien également avec les processus en cours au niveau européen. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée et nous vous retrouverons dans d'autres activités du groupe de travail sur la science citoyenne qui prend place notamment dans le cadre des groupes de travail du programme hydrologique international. Si vous voulez participer à ce groupe, vous êtes les bienvenus. Tout le monde peut participer. Merci et je vous dis à la prochaine fois.